vous avez vu quand même les chiffres du chômage français. Moi, alors là, j'ai bien rigolé. J'ai cherché l'alignement des planètes. Hein. Je le cherche toujours d'ailleurs, l'alignement des planètes. Il peut y avoir un effet retard. Mais, l'alignement des planètes. Ah oui, mais il va tellement tarder d'ailleurs qu'on va jamais le voir. C'est-à-dire qu'en janvier, le chômage monte, le chômage global. A plus B plus C, hein, toujours ce catégorie A, B, C qui arrange. Hein, A plus B plus C en janvier monte, en février monte et pas d'une petite façon, plus 0,6. Donc on est là sur des chiffres et on essaie de nous expliquer que c'est parce qu'on n'en a pas encore mis assez, c'est ça, et qu'il faut attendre pour que les mesures prennent leur envol. Pour le coup, la baisse de l'euro et la baisse du pétrole ne se reflètent pas encore à 100% dans les publications des entreprises. 100 000 fois que ça ne changeait rien, Guillaume. Est-ce que vous voulez que je vous le réexplique une xème fois? Il va falloir que vous l'expliquiez encore à la communauté des économistes. 180 € annuels, d'accord, pour un ménage moyen avec une voiture qui consomme du 7 litres au 100 et qui fait du 15 000 km. 180 €. Ces 180 € qu'ils n'ont pas mis dans leur réservoir, ils vont acheter des chaussures avec. C'est un déplacement de la consommation, ça ne va pas vous faire de la consommation en plus. Donc ça ne sert à rien pour avoir de la croissance en plus. Capitaux là, enfin, c'est bien compris, c'est bien vu. Non mais faut à un moment arrêter sur c'est des thèmes qu'on a balancés comme ça sans en expliquer du tout le fonctionnement et tout le monde les reprend comme ça en disant bah oui la baisse du pétrole ça va faire monter la croissance. Non, c'est faux. C'est faux, c'est tout simplement faux. Alors à partir de ce moment-là, on arrête d'en parler et on arrête de croire que toujours tout ce que nous balancent nos politiques pour nous faire croire que ça y est, demain, ça va repartir, c'est faux, c'est archi faux. Alors arrêtons toujours de réemployer les mêmes arguments. Bien sûr, bah c'est ça qui a à un moment propulsé la croissance à 7%. Hein. Enfin, vous avez un économiste américain qui s'est amusé, preuve que il y en a qui ont rien à foutre de leur journée, hein, qui s'est amusé à recalculer la croissance depuis 1300. Bon. Et donc entre 1300 et 1750, c'est-à-dire la machine à vapeur, vous avez une croissance qui est entre 0,2 et 0,3%. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de moteur, parce que vous n'utilisez pas d'énergie, sauf l'énergie des bras des gens qui cultivent leur terre et qui à cette époque-là montent des cathédrales. Mais vous avez une croissance qui est très faible. Arrive le moteur, arrive l'électricité, arrive l'énergie, et donc là, tout d'un coup, vous êtes propulsé à 7% de croissance. Il est évident que si demain, vous avez les énergies fossiles qui commencent à diminuer, et que vous n'avez pas de solution de remplacement viable et énergétiquement et au niveau de son prix intéressant, ça va peser sur la croissance, c'est clair. On le voit bien. D'ailleurs, enfin, tout ça après, c'est aussi une espèce de cavalcade effrénée sur le mensonge. On vous a érigé les gaz de schiste et le pétrole de schiste comme l'alpha et l'oméga de la nouvelle croissance américaine, que ils allaient devenir indépendants énergétiquement dans l'année qui venait grâce au gaz de schiste, etc. Et puis on s'aperçoit qu'on s'était un chouïa trompé de modèle, que le taux de déclin d'un puits en gaz de schiste, c'est 6,5% par mois, ce qui règle assez le problème assez vite, alors que au départ, on avait pensé que c'était exactement la même chose que les puits classiques. Donc ça montait en exponentiel, puis après ça faisait un plateau pendant 20 ans. Ouais, mais, sauf que là, c'est pas le cas. Ça monte en exponentiel, et puis après ça se casse la gueule de la même façon, avec 6,5% de taux de déclin par mois.
Bon, donc les Américains ne seront pas indépendants énergétiquement, mauvaise nouvelle. Ils n'auront pas de l'énergie gratuite, deuxième mauvaise nouvelle, donc il ne faut pas compter là-dessus pour la croissance. Alors maintenant qu'on trouve un truc génial, illimité, dans les mois à venir, très bien, je suis preneur, qui nous relancera notre croissance à tous. Maintenant, si c'est pas dans les mois à venir, et si c'est dans les 15 ans à venir, on va pas se marrer pendant 15 ans, quoi. Il va falloir attendre que tout d'un coup, le Père Noël descende sur Terre et nous amène le nouveau paradigme qui fera qu'on va retourner à 7% de croissance et qu'à ce moment-là, on pourra relancer tous les programmes sociaux et tout dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça arrive dans les 15 ans qui viennent. Il y a quelque chose à dire aux gens, c'est essayez de garder votre esprit critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même que les gens se font bien manipuler et qu'ils n'ont absolument pas l'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. On leur dit il y a 7% de chômage aux États-Unis. Ils répètent il y a 7% de chômage aux États-Unis sans jamais se poser des questions sur la véracité des chiffres, sur la cohérence des chiffres, sur ce qu'on leur dit. Et alors vous avez des politiques qui se régalent à nous expliquer qu'un moins ça devient un plus. C'est vrai que moins par moins ça fait plus, mais c'est quand même assez extraordinaire, l'inversion de la courbe du chômage, etc. Enfin tout ça, ayez l'esprit critique, quoi, et essayez de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte et surtout les bêtises, et essayez de vous interroger sur le pourquoi du comment, et vous verrez que vous aurez une autre vision des choses. Ce n'est voir que là la moitié du problème selon notre invité. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Platinium Gestion et vous soutenez qu'en fait on est dans une période assez extraordinaire où on combine déflation et inflation. C'est une mauvaise cohabitation. En fait, c'est dû au QE et c'est dû plus largement à ce qu'on appelle la planche à billets vulgairement, mais qui provoque cette espèce de cohabitation forcée entre la déflation et l'inflation. Donc parler d'un des deux ou se faire peur avec un des côtés du problème me paraît peu justifié et peu justifiable parce que aujourd'hui les deux coexistent. Alors que c'est justement une bombe, une réelle alors non conventionnelle pour ce qui concerne le QE, mais c'est un agent destructeur de l'économie, mais au niveau économique fondamental, pas au niveau marché. Alors on va rentrer un peu plus loin dans l'explication. Tout d'abord, quand vous dites le QE provoque de l'inflation, et d'ailleurs vous précisez, généralement, c'est de la mauvaise inflation. C'est quoi? C'est de l'inflation des matières premières? Non, c'est de l'inflation plus largement de tout ce qui a été financiarisé et qui, malheureusement, fait partie du coût de la vie, mais du coût de la vie indispensable, vital, des ménages. C'est-à-dire, en gros, le logement, l'énergie et surtout la nourriture. Et que la financiarisation de ces trois éléments fait que vous avez, suite au QE, c'est-à-dire le QE c'est quoi en gros? C'est on donne de l'argent frais en abondance à des banques qui l'utilisent non pas pour faire des prêts aux entreprises ou autres, ou aux particuliers, mais qui l'utilisent pour aller jouer sur les marchés. Et notamment ces marchés-là, ces marchés de matières premières ou ces marchés d'actifs financiarisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites monter les prix de ces actifs-là et en revanche, les salaires ne montent pas, les revenus ne montent pas
Et donc vous avez de plus en plus de difficultés pour simplement pour vivre, c'est-à-dire pour s'acheter le minimum vital. Et donc ça c'est du côté inflation. Alors vous avez un deuxième phénomène, mais qui est relié au premier, c'est que quand vous faites du QE, généralement, vous faites baisser la monnaie, puisque c'est même un des buts affichés du jeu. Donc, vous faites baisser la valeur de la monnaie. Or, il faut savoir que dans certains pays, comme par exemple le Japon, je pense qu'on va en parler après, dans certains pays, vous avez une énorme partie de la nourriture qui est importée, et que dans ces pays qui importent une grande partie de leur nourriture, eh ben, vous avez une flambée des prix, puisque vous l'achetez avec une monnaie qui ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez une flambée des prix qui renforce encore l'inflation qui affaiblit la demande. Voilà. Et donc vous avez une inflation qui est très réelle, simplement qui est centrée sur quelques actifs, et qui sont des actifs qui, malheureusement, n'arrange pas le Ça, c'est pour la partie ménage. inflation. Et on a aussi la déflation. On a aussi de la déflation. Pourquoi? Alors, c'est un phénomène un peu plus... d'abord, parce que je vous ai dit en préambule que les banques ne prêtaient pas l'argent qu'on leur donnait. Elles allaient le jouer sur le marché. Donc ça, le fait de ne pas faire de crédit aux entreprises ou de crédit aux particuliers, ben, évidemment, c'est déflationniste, hein. En termes monétaires, pas en termes de prix, mais en termes monétaires, c'est déflationniste. La deuxième chose, c'est que vous avez des entreprises qui aujourd'hui constatent des inputs, ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire des prix venant de l'extérieur, prix des matières premières, prix de l'énergie, qui montent aussi, et donc prix aussi pour certaines grandes exportatrices, notamment japonaises, comme Sony par exemple, qui a fait son énième profit warning là-dessus, c'est simplement que beaucoup sont des assembleurs. Donc ils vont acheter des produits semi-finis à l'étranger et donc avec une monnaie faible. Donc elles doivent composer avec une hausse des prix importés. Donc elles doivent composer avec une hausse des prix importés. Qu'est-ce qui est en dehors du pricing power qu'elles n'ont plus? Pourquoi? Parce qu'elles ont moins en moins de clients, puisqu'elles les ont tous virés, que c'était leurs salariés. Elles ont de moins en moins de clients, et que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, il est difficile de monter les prix. Donc vous avez un pricing power qui a diminué. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez baisser vos coûts? Eh ben, vous virez les gens, ça c'est la première chose. Et puis vous coupez vos investissements productifs et de recherche. On a un double effet qui se coule. Donc on a un double effet qui se coule. D'abord, on se tire une balle dans le pied sur le long terme, puisqu'on ne fait plus de recherche. Et puis, on vire des gens qui, évidemment, vont consommer moins, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de revenus, donc ils vont consommer évidemment moins. Et là, vous baissez les coûts. Quand vous baissez les coûts, c'est une politique qui est foncièrement déflationniste, hein, on est bien. Donc, vous avez cette double action, cette cohabitation entre de la déflation et de l'inflation, de la mauvaise inflation, entre guillemets, et qui fait quelque chose qui est profondément destructeur pour les économies, avec en plus, alors là, si on veut parler du Japon, parce que c'est l'exemple parfait, d'abord, M. Abe avait oublié qu'il vivait sur une île et que, par définition, tout vient de l'extérieur, et au Japon, c'est particulièrement vrai. Donc on assiste à une aggravation du déficit commercial, de fait. En plus renforcé évidemment par la catastrophe de Fukushima, que certains analystes nous ont présenté comme une chance pour l'économie japonaise, comme quoi la bêtise n'a aucune limite. Voilà, vous êtes dans un pays qui importe énormément, dans lesquels les prix alimentaires ont augmenté de plus de 50% en un an, dans lesquels le prix de l'énergie a augmenté de plus de 70% en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Japonais, qui a en plus, pas de chance, il a une démographie qui est épouvantable, avec un vieillissement de la population qui est effarant, on dit, alors je ne veux pas discuter de ça, des gens sûrement très bien qui ont fait ça, qui donnent en 2050 la population japonaise qui aura perdu près d'un tiers de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer de 127 millions à 80 et quelques millions de Japonais.
On ne peut pas, dans une population comme ça, qui est incapable de refaire de l'épargne, puisqu'ils sont à la retraite, ils sont vieux, donc qui est incapable de reconstituer de l'épargne, qui sont en train de la consommer à une vitesse effarante. Il faut savoir qu'en 2013, on est passé de 26% de la population japonaise à 31% de la population japonaise qui n'a plus aucune épargne financière. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mangé. Matin, bonjour, Jean-Charles Simon. Bonjour. Alors, effondrement des matières premières, on en parle, même si le pétrole est en train de remonter. Et alors, on le voit autour d'un, ce qui est, alors, le juge de paix, l'un des juges de paix de la macroéconomie que vous aimez tant, Jean-Charles, c'est ce qu'on appelle le Baltic Index. Racontez-nous ça. Alors, effectivement, c'est un indice un peu mythique sur les marchés financiers parce que c'est celui qui mesure un peu la demande de fret mondiale. C'est-à-dire, en fait, ça donne une sorte de température du commerce international, puisque c'est tous ces fameux cargos porte-containers qu'on voit, ceux qui ont du vrac sec ou du vrac liquide. C'est ce qu'ils appellent la boîte. Exactement, c'est la boîte, c'est aussi le vrac sec et le vrac liquide, c'est-à-dire les matières premières vraiment complètement transportées dans ces immenses cargos. Et c'est cette demande-là. Et donc c'est un peu le pouls de l'économie mondiale. On a le sentiment d'avoir le rythme qui bat avec cet indice. Et il est en train de s'effondrer. Et il s'effondre à des plus bas jamais atteints depuis 30 ans. Donc c'est vraiment des choses absolument incroyables. Alors c'est assez incompréhensible on n'est pas dans la crise de... Voilà, on n'est pas en 2008. Exactement. Donc pourquoi s'effondre-t-il autant? Alors il y a quand même, et c'est ce qui est un peu en ce moment d'être un peu l'effet papillon global matières premières dans le monde, c'est qu'il y a quand même ce ralentissement chinois, la demande qui baisse un peu comme ça pour pas mal de métaux, pour pas mal de matières premières que la Chine n'a pas, qui a joué d'ailleurs aussi sur le pétrole. Il n'y a pas que l'affaire des gaz de schiste américains. Il y a ce côté affaissement un petit peu de la demande qui joue vraiment et qui explique... La machine chinoise avalait tout et elle avale un peu moins. Et elle avale moins, elle a moins de demande, il y a moins de demande pour la construction. On a ce ralentissement qu'on connaît, qu'on a déjà détaillé autour des 7% de croissance chinoise. Et il y a aussi une autre raison qui fait que l'indice a un peu perdu de sa valeur de référence, c'est qu'en fait il est complètement parasité par l'énorme production de porte-containers qu'il y a eu juste avant la crise. Il y a eu une telle explosion de la flotte qu'en fait, il y a un excès de flotte, de capacité de fret mondiale qui est complètement énorme par rapport par rapport aux besoins qu'on ressent aujourd'hui. Donc il va falloir attendre que cet excès de demande, avec le temps, que le vieillissement des navires fasse qu'il y ait un besoin à nouveau d'en construire, pour qu'on retrouve un peu une valeur dans cet indice qui était le baromètre de ce commerce mondial, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il est perturbé par cette anomalie de l'euphorie d'avant la crise. Jean-Charles Simon, le patron de Facta Media, avec nous tous les matins. Ensuite de ça, donc, il y a des nouvelles qui ont sorti sur Business Bourse, un autre très bon site Internet que j'apprécie, qui est très actif pour donner des bonnes nouvelles précises. Bravo. Donc, Business Bourse, première des choses, on a vu que les chiffres du chômage grimpent à leur plus haut depuis 10 mois, le pire début d'année depuis 2009. Et on se souvient que 2009, en mars, c'était l'assouplissement quantitatif numéro 1 de Ben Bernanke, qui était le directeur de la Fed à l'époque. Et à partir de là, l'économie était repartie en hausse. On était dans le plancher des mauvaises nouvelles à ce moment-là, au début 2009, eh bien là, on comprend que les chiffres de chômage ne se sont pas améliorés, malgré des trillions de dollars qui ont été imprimés, qui ont été réinjectés dans le système bancaire depuis 2009 sous prétexte que c'était pour aider l'économie. Vous comprenez que ça n'a pas du tout aidé les emplois aux États-Unis, bien au contraire. Et au-delà de ça, c'est tout simplement des dettes additionnelles pour essayer de maintenir en vie une économie qui est morte. C'est pas différent en Europe, c'est pas différent en Amérique du Nord, c'est pas différent au Canada non plus. Et vous allez voir qu'on n'est pas dans une très très bonne position actuellement. Autre point important, ING Direct. On a eu une nouvelle comme quoi que la Belgique est prête pour les taux d'intérêt négatifs. Donc, on va commencer à charger
frais pour que les gens déposent leurs actifs dans les banques. Vous voyez à quel point ça va mal. Et là, on est en train de vivre exactement la même chose en Suisse. On est en train de voir de plus en plus de pays qui commencent à tourner la tête et de regarder du côté de la Chine pour s'associer dans leur nouveau système bancaire, au niveau système économique bancaire. Ils veulent mettre sur pied une nouvelle banque monétaire, comme vous le savez, pour compétitionner le IMF, en fait le FMI en français, pardon, le IMF en anglais, le Fonds monétaire international. Et tout ça va prendre forme dans les alentours de septembre 2015. Et là, vous voyez que des alliés naturels des Américains, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, que ce soit le Canada, on commence à s'en aller regarder du côté chinois aussi. Et là, ça regarde pas bien pour le dollar américain, parce que vous le savez qu'à long terme, on prédit l'effondrement du dollar américain, et c'est une question de temps avant que ça se produise. Ça ne sera pas demain matin, mais c'est certain qu'à long terme, le dollar s'en va à zéro, comme toutes les autres devises monétaires. Et là, on est en train de voir des pays délaisser le dollar américain, autant au niveau des achats d'obligations d'épargne, mais au-delà de ça, on commence à vouloir aller au lit avec les Chinois, et les Chinois qui achètent tout l'or du monde, vous comprenez qu'ils veulent bien sûr supporter physiquement leur devise monétaire qu'on appelle le renminbi ou le yuan, et de supporter ça avec la matière physique. Donc encore une fois, tous les gens qui possèdent de l'or et de l'argent, particulièrement de l'argent plus que de l'or, pour des raisons que j'ai déjà mentionnées, ces gens-là seront bien certainement les nouveaux riches de demain au niveau investissement. C'est le prochain cycle de croissance au niveau de l'économie, de la nouvelle économie, je devrais dire, qui va être sous nos yeux dans le courant des mois et des années à venir. Donc, Belgique, la Suisse, ainsi de suite, on est en train de voir effectivement que les banques au niveau négatif, dans les taux, et par le fait même, les gens commencent à se retirer leurs actifs des épargnes, des comptes épargnes, des comptes chèques, pour essayer de se débancariser et d'aller investir dans la matière physique. D'ailleurs, il y a une autre nouvelle qui va sortir dans quelques instants qui vient confirmer tout ça, particulièrement au niveau de la Suisse. Ici, au Canada, autre nouvelle d'impact importante, Rio Tinto, qui fait de la poudre de titane et ainsi de suite, qui sont dans le développement de l'aluminium et plusieurs autres trucs, ferment un de leurs fours. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand l'économie ralentit, vous comprenez que le développement des matières premières se vend beaucoup moins et par le fait même, les entreprises sont obligées de ralentir leur production. Et tout ça est relié aussi à la Chine, parce que Rio Tinto a un énorme marché avec la Chine, et vu que la Chine ralentit, qui est le poumon économique mondial, vous comprenez que ça a de l'impact partout. Et encore une fois, Rio Tinto, qui est une multinationale, qui est très active au Québec, pour le Canada, et vous comprenez que ces gens-là ralentissent leur production, et ça vient confirmer encore les informations concernant le Baltic Dry Index, les transports de matières sèches, qui est en fort ralentissement. Et encore une fois, Rio Tinto, vous comprenez que s'ils fabriquent de la poudre de titane et ainsi de suite, et des produits dérivés au Québec, on n'envoie pas ça nécessairement par transport routier en Chine. Vous me suivez? Donc tout ça passe par bateau pour s'en aller de l'autre côté. Et par le fait même, ça crée un ralentissement. Les Suisses sont en train de vider leur compte de banque. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tout voir ça venir. J'en avais déjà parlé, je ne suis pas le seul, vous le savez, on doit se débancariser, trouver des alternatives de débancarisation. Si vous n'avez pas encore vu nos vidéos sur la débancarisation, je vous invite à aller sur le site web de moneymakeredge.ca. Sous l'onglet boutique, vous allez voir un onglet qui s'appelle Préparez-vous aujourd'hui, profitez de demain. Et vous allez avoir les modules qui sont là concernant la débancarisation, concernant l'achat de matières premières, matières précieuses, or et argent. Il y a plusieurs trucs. Et au fil des semaines à venir, je vais ajouter de la matière. Vous me comprenez. Pardonnez-moi. J'ai un horaire de travail très chargé. Je reçois beaucoup de courriels par semaine. J'essaie de répondre au maximum de gens, mais ça devient très, très lourd. Vous me comprenez. Donc, je fais mon possible là, avec mes deux bras, mes deux jambes et ma tête pour essayer d'en faire le plus possible, mais à travers ça aussi, je dois avoir un équilibre de vie et c'est important pour moi d'avoir des temps libres aussi. Donc, j'y vais avec mon rythme, j'y vais quand je suis inspiré, quand j'ai envie de le faire et à partir de là, merci de respecter ça. Donc, les Suisses sont en train de vider leur compte de banque et vous comprenez que la Suisse est une référence aussi au niveau du système bancaire.
Donc, si les Suisses sont en train de le faire, je vous suggère fortement de faire la même chose. Et encore une fois, une autre indication importante, le site du Soleil, une des plus belles entités, une des plus belles entreprises qu'on a au Canada, qui est une entreprise québécoise, eh bien, Guy Laliberté, qui est le propriétaire, est prêt à vendre sa part majoritaire au niveau des actions du Cirque du Soleil. Pourquoi? Parce que les salles du Cirque du Soleil, c'est du entertainment, OK? Et vous comprenez là qu'il y a de moins en moins de gens qui ont du budget pour pouvoir se permettre des soirées à 100 $ de billets pour aller voir un spectacle de cirque, et ce, nonobstant partout dans le monde. Donc, il y a un ralentissement au niveau de la capacité de remplir les salles. Vous comprenez que ça ralentit à Las Vegas, où ils y ont plusieurs spectacles qui sont là à temps plein. Il y a un ralentissement partout dans les spectacles du Cirque du Soleil. Ils ont mis déjà 1000 employés à pied dans le courant de la dernière année. Et là, c'est quoi le signal? Même le propriétaire Guy Laliberté qui veut vendre ses actions, donc il veut se débarrasser du Cirque du Soleil. Écoutez, je pense que le message est assez clair qu'économiquement parlant, pour l'instant, ça ne va pas très bien. Et je vous l'ai dit, les gens les plus riches sont les premiers à agir, et après ça, on a les petits épargnants. Et les gens riches, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sortent leurs liquidités, sortent leurs actions du marché pour s'en aller dans les biens tangibles. Et parlant de biens tangibles, on travaille très fort sur un fonds d'investissement au Luxembourg, et je peux vous assurer qu'on va partager ça avec vous dans le courant des prochaines semaines. On est rendu dans l'aspect légal en ce moment. On est en train de quantifier les possibilités de mettre ça sur pied. Notre objectif à mes partenaires et moi va être d'avoir un fonds d'investissement 100% tangible, disponible pour toutes les bourses, avec un taux de rendement intéressant. Et bien entendu, vous comprendrez que notre objectif est d'avoir un fonds d'investissement qui va nous permettre d'investir dans la matière physique, or et argent, d'investir dans des voitures de collection et de les revendre à profit, des œuvres d'art à profit, des terres arables, et bien certainement que c'est les groupes avec la structure de nos partenaires d'affaires qu'on va avoir les compétences nécessaires pour faire les achats selon le capital qui va être investi dans le fonds. Donc, on va avoir besoin très bientôt d'investisseurs pour investir dans le fonds d'investissement, et ce fonds-là va être 100% tangible. Vous comprenez que selon, évidemment, nos valeurs profondes et ce que nous connaissons de l'économie, il est hors de question d'intégrer des produits dérivés ou des trucs créés de toutes pièces. Donc, ça va être que du tangible, supporté 100% par de la matière tangible, et c'est ce qu'on propose aux investisseurs à venir. Donc, surveillez ça. On investit de notre temps, on investit évidemment nos devises monétaires pour débuter tout ça en 2015, et on travaille au niveau légal en ce moment pour voir les capacités. Donc ça, je peux vous dire que ça porte un intérêt intéressant. Surveillez attentivement. Je vais parler de ça dans les prochaines vidéos. Il nous reste quelques nouvelles à surveiller. Donc, en Alberta, vous le savez, c'est le poumon économique du Canada avec les sables bitumineux. J'en avais parlé. Le pétrole fait mal au niveau des prix trop bas. Et par le fait même, il y a toujours ce qu'on appelle un lag, un temps entre le marché réel et la réaction du marché. Et là, on a vu les maisons en Alberta qui ont diminué de valeur de plus de 10%, particulièrement dans la catégorie des maisons haut de gamme, 10% de perte en 6 à 8 semaines. Et là, même à l'interne, vous le savez, ma conjointe et moi avons demeuré à Calgary pendant les 5 dernières années avant de déménager. Et qu'est-ce qui s'est produit? On a plusieurs personnes qu'on connaît qui ont perdu leurs emplois dans le courant des derniers jours. Et ça s'accentue. J'en avais déjà parlé que c'était pour se produire. Je m'attendais à ce que ça se produise en mars-avril. Eh bien, on est en train, encore une fois, de voir le lag, le délai de 3-4 mois. Et là, les gens sont en train de vivre l'impact des pertes d'emploi. Donc, vous comprenez que si l'Alberta est le poumon économique canadien et que l'Alberta commence à avoir de la difficulté à respirer, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Tout ce stress-là, cette pression-là va se défiler sur les 9 autres provinces canadiennes. Et comprenez bien que si vous croyez que notre économie au Canada est mieux qu'ailleurs, vous êtes dans l'erreur. On va vivre exactement les mêmes phénomènes. La seule différence, c'est que notre système bancaire est légèrement différent de ce qu'on peut retrouver en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on est protégé pour autant. Donc, même si le gouvernement vous donne une assurance comme quoi que vos 100 000 premiers dollars sont protégés dans le système bancaire, c'est à mourir de rire, pour ne pas utiliser un autre terme. Ce 100 000 $-là que le gouvernement vous garantit, les amis, où vous pensez que ce gouvernement-là va le piger?
Le gouvernement existe à travers vos taxes, vos impôts que vous payez. Donc, cette assurance-là vient de vous-même. C'est bien vu, n'est-ce pas? Vous comprenez que c'est créé toute pièce. Dans un cas de faillite bancaire ou de faillite de pays, il n'y a aucun 100 000 $ dans vos comptes épargne ou comptes chèques qui va être protégé. Il n'y aura rien à part ce que vous avez chez vous. Donc, soyez conscient de ça parce que vous avez même la capacité de perdre votre maison si jamais vous n'êtes pas bien protégé, vous n'avez pas fait les bonnes décisions, vous n'avez pas pris les bonnes décisions au niveau financier. Donc, faites très attention à ça. Il n'y a aucune garantie que vos capitaux sont protégés dans un système bancaire. Donc, le pétrole monte malgré une hausse des stocks américains, je vous l'ai dit, on en a parlé un peu plus tôt, tout ça était relié concernant actuellement l'Arabie Saoudite qui est en train d'attaquer au Yémen et ça crée des tensions sur le marché géopolitique et non sur le marché économique. Et la BCE, pour terminer, qui porte à 71 milliards l'aide d'urgence aux banques grecques. Donc, vous comprenez qu'en Grèce, actuellement, les gens, ne payent plus leurs impôts parce qu'ils ne voient pas la raison de payer des impôts dans un pays en faillite. Et la deuxième des choses, ils sont en train de retirer toutes leurs épargnes des banques. Et là, on a un bank run actuellement en Grèce. Et vu que les banques ne sont pas capables de fournir, c'est la BCE qui continue, évidemment, de donner des liquidités aux banques pour ne pas faire tomber le système au grand complet. On cherche à gagner du temps dans une situation qui est inévitable. Et si ce n'est pas la Grèce demain, ça sera l'Italie, ça sera l'Espagne, ça sera le Portugal, ça sera la France, ça sera tous les autres pays qui vont enchaîner. Et par le fait même, encore une fois, vous comprenez bien que c'est totalement humain ce que le système bancaire est en train de faire, c'est de repousser le problème à plus tard pour ne pas y faire face aujourd'hui. Et je vous donnerai quelques trucs, encore une fois, de personnes riches dans le courant des prochaines vidéos et vous allez comprendre à quel point votre comportement maintenant dicte le comportement que vous avez tout le temps.